à tous les trois. Bonjour à Xavier Passemard, directeur biométhane chez GRDF. Bonjour, Anna Créti, professeure à l'Université Paris-Dauphine et directrice de la chaire économie et climat dans cette même université. Bonjour, Sandra Rey, fondatrice de la start-up Glowy, spécialisée dans la bioluminescence. On a vu le constat, effectivement, de Christian Clot. On a dressé les enjeux autour des chiffres du mix énergétique français. Parlons des plans ambitieux français, puisque la France avait un petit peu devancé les plans européens, 23% à l'horizon 2020 de production d'énergie renouvelable, quand les textes européens avaient prévu 20%, et on se remarque que les énergies renouvelables dans le mix énergétique français ne représentent que 16%. Pouvez-vous nous expliquer ce retard? Quelles en sont les raisons, mon cher Xavier? Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous expliquer. En tout cas, je peux vous donner un point de vue. Ce qui est certain, c'est qu'on est quand même dans un monde compliqué. Christian Clot l'a bien mentionné, un monde imprévisible. On est dans un système aujourd'hui d'économie de marché, sur un marché mondial. L'énergie est un des éléments fondamentaux de la compétitivité des entreprises. Et lorsque on veut faire évoluer les choses dans un système dans lequel le prix de l'énergie ne reflète pas la totalité du passif environnemental, on est obligé d'impulser des politiques. Et les politiques, dans ce cadre-là, elles ont un coût. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer ce dosage en termes de coûts pour accompagner la transition énergétique. Et on l'a vu récemment, l'année dernière, avec les événements. À qui faire porter cette transition en termes de coûts? Est-ce qu'il faut le faire porter aux entreprises qui risquent de perdre en compétitivité? Est-ce qu'il faut le faire porter à vous, à moi, dans notre facture énergétique? Et ce dosage, il reste très complexe. Et la deuxième chose, mais qui est je dirais, spécifique à la France, c'est aussi la question du nucléaire. Si on raisonne en termes d'énergie décarbonée et qu'on considère énergie décarbonée, c'est énergie renouvelable et énergie nucléaire, on n'aura pas forcément le même comportement qu'un pays qui, lui, part avec un choix délibéré d'abandon du nucléaire. Donc tout ça, je dirais, mêlé, fait que, bien entendu, on a ce besoin d'adaptation dont parlait Christian Clot tout à l'heure. La Créti, la France qui se classe 16e pays dans la production des énergies renouvelables, quand dans un même temps, la Suède, en bon élève, en produit 54,6. Même question, pourquoi sommes-nous si en retard en France par rapport aux autres? Je pense en effet qu'il y a une conjoncture un peu particulière à décrypter. Je suis d'accord sur le fait que le rôle du nucléaire en France et des investissements que cela a comporté historiquement a été un frein au développement des énergies renouvelables. Je pense aussi qu'il y a une superposition dans les processus de décision, les questions qui sont arrivées sur mettre des quotas et donc des objectifs de développement des énergies renouvelables d'abord à 2020 puis à 2030, sans qu'il y ait après une sanction si ces objectifs ne sont pas atteints. Fait que les retards sont plus ou moins tolérés et que, en fait, on se trouve dans une multiplication des efforts et pas toujours coordonnés. Donc, le fait d'être en retard, c'est un retard relatif. On a toujours le temps de les rattraper, justement, maintenant que l'horizon a glissé vers 2030. Mais après, c'est une question aussi de cohérence des politiques, de disponibilité des technologies et comment, en fait, les deux interagissent également. Donc, il faut des politiques qui sont à la fois volontaires, et de long terme. Donc parfois, c'est là aussi manqué en France comme dans d'autres pays. Il y a aussi une gestion des ressources renouvelables qui sont des ressources territorialisées, qui peut être différente en France par rapport à d'autres pays, notamment sur la disponibilité des sources à partir desquelles on produit l'hydroélectrique. Certes, la disponibilité d'hydroélectrique dans le nord de l'Europe est supérieure à celle française, bien que en France, l'hydroélectricité soit la première énergie renouvelable. Donc, les énergies renouvelables comportent aussi une composante territoriale forte et c'est une dimension qui, dans le monde centralisé de l'énergie, est nouvelle. Donc, cela explique aussi une partie des retards. On va y revenir d'ailleurs sur la cohérence des politiques et sur la définition des priorités. Mais avant cela, Sandra, votre point de vue également sur ce constat énergétique?
Moi, j'aborderai la question en me disant que j'ai l'impression qu'on a tendance souvent à essayer de chercher des énergies un peu radicales, un peu miracles, qui vont résoudre tous nos problèmes. Alors que je pense que quand on parle de l'énergie, comme dans plein d'autres domaines, il faut essayer de réfléchir vraiment à ce panel d'énergie. Chaque énergie va avoir un intérêt précis dans un contexte. Et si on prend l'exemple à l'intérieur du renouvelable des panneaux solaires, il y a des endroits des panneaux solaires, ça va être extrêmement pertinent. Il y a d'autres endroits, ça va être beaucoup moins pertinent. Et du coup, je trouve que souvent, on a tendance à un peu chercher la solution miracle et à tout de suite vouloir la généraliser. Là où finalement, la solution, c'est peut-être plutôt de se dire, de regarder vraiment de manière plus micro, même si forcément, ça complexifie. Et là, l'approche territoriale, elle est d'autant plus poussée. Mais de regarder avec un enjeu vraiment micro dans ce contexte-là, quelle est l'énergie qui serait à privilégier, ça me paraît être une piste qui est intéressante et qu'on a souvent du mal à pousser parce que forcément, quand on essaie de trouver une solution, on veut qu'elle se massifie le plus possible sans forcément se poser la question de si cette solution, c'est la bonne solution finalement partout. Les grappes d'innovation sont-elles des solutions? On y reviendra également. Avant cela, on va parler de votre start-up, le GOWI. Vous êtes la fondatrice de la start-up GLOWI, spécialisée dans la bioluminescence. Pour celles et ceux qui nous suivent et qui ignorent ce qu'est la bioluminescence, je vous invite déjà à nous présenter votre solution. Alors, la bioluminescence, c'est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, donc de manière biologique. Sur Terre, ça va être les lucioles ou les verbisons, et dans la mer, ça va être plus de 80% des animaux connus. Donc c'est un phénomène qui est commun en fait dans un endroit comme les océans. Et ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir aujourd'hui, grâce à des outils en fait de biotechnologie, imiter en fait cette production de lumière naturelle grâce à des réactions biochimiques et grâce à l'utilisation de vivants, et notamment à l'échelle de micro-organismes, de bactéries, pour pouvoir non seulement avoir une lumière qui est produite de manière biologique, mais aussi avoir des matières premières qui sont biosourcées et biodégradables. Et donc là, on va regarder pas seulement en termes de consommation énergétique sur l'objet, mais plus sur tout son cycle de vie et comment est-ce qu'on évite la consommation de ressources naturelles, l'émission de pollution lumineuse et l'émission de déchets, notamment, qui ne sont pas forcément recyclables. Alors, vous avez levé 5 millions d'euros, vous avez une dizaine de collaborateurs. Votre principal poste de dépense, c'est la R&D, parce que vous êtes déjà en train de déployer votre service avec l'appel d'offres que vous avez remporté avec la mairie de Rambouillet. Parlez-nous un petit peu de cette solution que vous proposez via votre start-up, le GLOWI. Alors nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des bactéries marines bioluminescentes qui sont naturellement bioluminescentes, qu'on vient faire évoluer dans nos laboratoires pour les rendre plus performantes en termes de production de lumière. Et ensuite, on travaille à définir les meilleures conditions possibles pour ces bactéries, pour qu'elles se cultivent, qu'elles se reproduisent et qu'elles produisent du coup de la lumière sur la durée de manière biologique. Et donc, on crée des sortes d'aquariums, en fait, qui vont être des lieux de culture et de production de cette énergie lumineuse sous forme de bactéries. Et que vous développez là pour la ville de Rambouillet, puisque vous allez justement proposer ça dans le cadre de la production de mobilier urbain. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de s'attaquer au mobilier urbain parce que c'est beaucoup de potentiel d'usage. La lumière est un besoin universel. On ne remet pas en question son utilisation. C'est le premier facteur de développement économique. Du coup, l'objectif, c'est de l'intégrer dans la ville pour avoir des villes qui sont non seulement plus durables, mais aussi plus agréables, où le bien-être a aussi sa place, et créer vraiment des ambiances lumineuses très nouvelles grâce à cette matière première biologique. Alors, quand on participe justement à développer l'écosystème avec des innovations disruptives, sentez-vous, en tant que start-upeuse, vous suffisamment accompagnée par les pouvoirs publics, par les grands groupes? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que clairement, on a été beaucoup soutenus, et notamment en faisant beaucoup de R&D par des subventions françaises, des subventions européennes. Donc, sur ce point de vue-là, oui, on est soutenu et surtout on est écouté. Et ça, je pense que c'est le premier pas dans le soutien. Après, ça reste compliqué d'intégrer comme ça, en étant aussi petit, une industrie qui est énorme, qui est celle de la lumière, et surtout justement de créer cette rupture qui change pas seulement l'objet final, et donc on remplace pas une ampoule par juste de la bioluminescence, mais on va changer toute une chaîne de valeur. Et c'est là où, du coup, on a besoin aussi de l'appui des grands groupes. C'est pour changer les métiers, pour changer les manières dont on opère, pour changer les manières dont on produit, dont on vend. Et donc, tout ça, c'est forcément un gros travail. Donc, oui, on est soutenu d'un côté et on sent vraiment qu'il y a une envie des institutions comme des grandes entreprises d'intégrer des technologies comme ça. Maintenant, en termes pratiques, c'est forcément compliqué et surtout, ça prend du temps. Et quand on est une start-up, le temps, c'est assez crucial. Xavier Passemard pour GRDF. Comment la méthanisation participera-t-elle à la reconquête du gaz vert made in France? Je vais reprendre la terminologie de Christian Clot. Notre monde merveilleux à nous, c'est 100% de gaz vert en 2050. Alors, ça sera peut-être 2060, ça sera 2040, peu importe. Et donc, vous savez que notre mission, c'est de distribuer le gaz. On amène le gaz et on transfère et on transporte la molécule des réseaux de transport jusque chez le particulier, chez l'artisan, chez le commerçant. Mais en plus,
parce que notre conviction, c'est que le gaz peut devenir vert et dans des proportions très importantes, on accompagne le marché de la méthanisation au sens où on accompagne les porteurs de projets sur les territoires pour qu'ils puissent produire du gaz vert, du biométhane, et l'injecter dans les réseaux. Et donc, vous savez aussi peut-être qu'on a un réseau très maillé avec une présence territoriale très forte et que nous avons la possibilité d'accompagner les porteurs de projets pour les aider à faire émerger leurs projets et donc d'injecter du biométhane. Et pourtant, on est face à des incertitudes. On l'a vu cet été dans le Finistère avec la cuve d'un méthaniseur qui a coulé dans une rivière et qui a pollué une rivière. On l'a vu également suite aux annonces de la ministre de la Transition écologique, une incertitude sur le prix de revente du gaz. Comment on se place quand on est acteur, quand on veut développer la filière et qu'on voit qu'il y a effectivement encore des interrogations sur tout cela, sur tous ces aspects-là? Vous évoquez beaucoup de sujets. Sur les enjeux je dirais de professionnalisation de la filière, il y a des incidents, ils sont regrettables. Ça fait partie aussi de la montée en puissance de la filière. La filière est jeune. Les premiers tarifs qui ont été mis en place datent de 2011. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui se font au fil de l'eau. Le zéro incident n'existe pas, mais il ne faut pas, à travers un exemple, remettre en cause l'ensemble du dispositif. Après, je dirais le deuxième sujet que vous évoquez, c'est l'accompagnement des pouvoirs publics. Quel accompagnement des pouvoirs publics pour faire en sorte que la production de biométhane puisse émerger dans des conditions qui sont, comme vous l'avez dit, en termes de comparatif par rapport au prix des énergies fossiles, plus importantes. Et donc, les pouvoirs publics fournissent un tarif de soutien qui permet aux producteurs de produire ce biométhane. Pour autant, elles peuvent, en bon gestionnaire des finances publiques, elles peuvent le faire que dans une limite. Et donc, tout le travail aujourd'hui aussi, c'est de faire émerger des financements complémentaires qui viendraient additionnellement par rapport aux mesures de soutien public qui sont décidées par l'État et qui, par définition, rentrent dans un cercle relativement limité. Alain Créty, on assiste à une forme de démultiplication des sources d'énergie renouvelables, l'hydraulique, le photovoltaïque, l'éolien. Assistons-nous finalement à des grappes d'innovation qui vont participer au développement des énergies renouvelables? Disons que dans les termes techniques des directives européennes, tout est pris en compte. Donc justement, si on veut s'amuser, il y a une liste de toutes les énergies renouvelables qui participent à atteindre ces objectifs de verdir l'énergie. Après, je pense qu'il y a eu un focus dernièrement sur les énergies renouvelables électriques, donc notamment le solaire et l'éolien, parce que ils ont eu un développement particulier et ils ont aussi des caractéristiques particulières, donc notamment l'intermittence. On parle depuis tout à l'heure de filière. Alors ça, c'est une notion effectivement qui a émergé avec les nécessités de la transition énergétique. Donc un autre concept. On ne parle plus de révolution, transformation. On a effectivement toute cette question de développer différentes technologies avec des caractéristiques qui leur sont propres. Et je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas en cibler une vis-à-vis des autres parce que justement elles contribuent ensemble à ces changements. Après, donc chacune de ces technologies a son histoire. Donc en particulier, regardons l'histoire des panneaux solaires. Les panneaux solaires, si on regarde leur importance dans les mix même mondial, pas seulement français, il reste faible. Mais ce qui est intéressant, c'est la progression qui est exponentielle. Et ceci a été rendu possible grâce à un phénomène qui est connu en économie donc comme un effet d'apprentissage qui a permis en fait la diminution drastique du coût de production des panneaux solaires. Et ceci a été réalisé notamment grâce au fait qu'il y a eu un énorme laboratoire qui est en fait la construction en Chine de ces panneaux et qui a permis une réduction des coûts qui n'était même pas prévue au début quand on a commencé à subventionner ces énergies. Donc dans les incertitudes, il y a parfois aussi des effets positifs qui permettent d'accélérer les déploiements de ces énergies. Alors vous parliez préalablement du modèle européen et vous illustrez ce modèle européen par le cas
italien qui a une histoire particulière, qui est très différente de l'histoire française. L'Italie qui a décidé au moment du choc pétrolier d'adopter une autre stratégie énergétique, et ce qui fait que l'Italie est un des meilleurs élèves européens là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous développer le sujet par rapport à l'exemple italien? Ça fait plaisir de temps en temps de dire que l'Italie arrive à être parmi les meilleurs élèves. Mais encore une fois, c'est vrai que les choix ont été faits au moment où la France a construit son parc électronucléaire. En Italie, on a fait les choix par référendum inverse, en fait de décider sur un mix qui allait, dès les années 80, être basé sur les gaz et les énergies renouvelables. Donc, on a été pionniers dans l'intégration des énergies renouvelables dans les mix, notamment électriques, avec des mécanismes de soutien dédiés, qui au début ont été très critiqués parce qu'on n'avait pas l'habitude justement de faire du développement industriel avec un soutien public aussi marqué, mais qui fait qu'au moment où la directive est arrivée, on avait déjà pris un peu d'avance. Cette avance a continué par disons une forme très forte de volontarisme vers l'indépendance énergétique. Donc aujourd'hui, bon, l'Italie n'est pas non plus un grand producteur de gaz, donc on a dû gérer également la dépendance vis-à-vis des pays producteurs de gaz avec des arrangements contractuels, avec la concurrence aussi dans ces secteurs, et justement aussi l'essor des énergies renouvelables qui ont eu en fait dans cette histoire de territorialisation aussi un développement particulier. En fait, elles ont suivi plutôt, disons, la richesse du tissu économique avant de être déployées selon la disponibilité de la ressource. Donc ceci a donné effectivement un développement un peu particulier, mais globalement une filière qui est très importante. On parle du modèle et on va parler de la structuration de ce modèle avec la métallisation qui participe, qui conduit à la décentralisation de la production des énergies renouvelables. C'est la fin de la centralisation pour la territorialisation. Comment va s'articuler tout cela? Le rôle des régies va-t-il s'accentuer? Quel sera le rôle aussi pour vous en tant que représentant de GRDF lui-même? Xavier? Alors on assiste, comme l'a souligné Anna Creti, on assiste à une révolution du point de vue énergétique avec un mouvement de décentralisation très fort. Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques années, qu'une partie significative de la production d'énergie puisse maintenant se placer sur les territoires? C'est-à-dire que les acteurs du territoire, aujourd'hui, ont la possibilité de produire de l'énergie à partir d'une ressource, alors en l'occurrence pour la méthanisation à partir de la biomasse, une ressource locale. On va le voir tout à l'heure, et avec des retours qui se font sur le territoire. Donc oui, et je pense qu'on en est qu'au début, le mouvement de fond sur l'énergie, c'est cette décentralisation, et je dirais même cette territorialisation. Et demain, les décisions, et on l'espère, se passeront de plus en plus au niveau des élus, au niveau des parties prenantes, au niveau des riverains, au niveau des associations. La méthanisation en est un exemple flagrant. C'est une des énergies qui, de ce point de vue-là, et c'est vrai, on en parlera du côté agricole, sur lequel il y a d'énormes retombées très positives, on va avoir des acteurs du monde agricole qui vont avoir la possibilité d'être des nouveaux acteurs du monde de l'énergie, et ce qui n'était pas imaginable encore il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. La transition est toute faite avec Sandra pour savoir quelle est l'articulation de votre innovation par rapport au réseau. On est sur une forme de décentralisation ou de centralisation pour ce qui est de votre innovation? Alors nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les bactéries bioluminescentes qui sont à l'origine de cette lumière, en fait, elles se cultivent dans le système même de lumière. Donc en fait, l'usine de production de cette énergie lumineuse, elle se fait sur le point lumineux. Et donc c'est aussi une nouvelle manière d'y réfléchir. Et après, nos systèmes, ils sont installés sur un territoire en réseau, en l'occurrence accrochés au réseau d'eau. Et donc l'idée, c'est d'installer ces systèmes sur des réseaux qui sont déjà existants et du coup de faire produire ces bactéries bioluminescentes comme des micro-usines sur chacun des points lumineux qu'ils éclairent. Merci à tous les trois pour ce grand débat. Energivette, planète dans le rouge. Merci Xavier Passemard, directeur biométhane chez GRDF. Merci Sandra Ray, fondatrice de la start-up Blowy. Merci Anna Creti, professeure de l'Université Paris-Dauphine et directrice de la chaîne Économie et Climat. Je vous libère et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, pour celles et ceux qui nous suivent en direct. Je continue bien sûr à vous inviter à réagir, à commenter à ce second numéro Day Off by Madi Keynote avec le hashtag Madi Keynote.